Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review lecture. Review un peu particulière, puisque si vous avez vu la vignette, vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons assassiner des œuvres, puisque la plupart des comics que j'ai pu lire ce mois-ci ne m'ont absolument pas plu. Alors je vous rassure, il n'y aura pas de spoil, et bien heureusement, il y a quand même des points positifs dans ces comics. On se retrouve tout de suite après le générique. Et on commence tout de suite avec Deceased, Up at World End, qui n'est pas la suite du premier tome, mais bien un crossover se situant avant la fin du premier tome. Chose que Urban sait nous rappeler en plaçant une chronologie des événements à la fin de ce comics. Chronologie qui d'ailleurs nous tease un tome 2 en septembre 2021. Et là, eh bien, c'est le premier point négatif pour moi, c'est que cette chronologie devrait se situer soit au début du comics, soit peut-être même en quatrième de couverture. Tout simplement d'une part parce que quand je vais chez mon lecteur, je ne regarde jamais les dernières pages par peur de me spoiler, et je n'étais pas censé savoir que c'était un crossover. Pour moi, il s'agissait vraiment de la suite de Deceased. Le deuxième point négatif, eh bien, c'est cette cover, certes magnifique, qui nous présente Swamp Things en mort-vivant. Cependant, Swamp Things n'apparaît pas dans le récit. On ne nous parle pas de ce personnage, il n'est même pas teasé. Donc pour le coup, j'avoue ne pas comprendre le choix d'Urban. Au niveau du scénario, un point intéressant et suffisamment rare pour le souligner, eh bien, c'est que le protagoniste principal, c'est Jimmy Olsen. Jimmy Olsen qui nous raconte son histoire, comment il a vécu l'épidémie, comment il a aidé les super-héros à contenir l'épidémie au niveau mondial, et je trouve ça intéressant. Et l'autre point que je trouve intéressant, eh bien, c'est que Tom Taylor arrive parfaitement à faire sortir du placard des personnages un peu oubliés par Urban notamment, comme le speedster Max Mercury, pour ne citer que lui. Malheureusement, le scénario est beaucoup trop léger, moins violent, moins gore que le tome 1. Et c'est dommage parce que eh bien, c'est ce qu'on a envie de voir avec du Deceased, donc j'ai été un peu déçu pour le coup. Et puis l'autre point négatif sur le scénario, eh bien, c'est que quand on connaît la fin du tome 1, ce crossover n'apporte pas grand chose, il n'y a pas de réel enjeu et je trouve ça dommage. Couplé à des dessins inégaux tout au long du comics, puisque nous avons de superbes pages à certains endroits, mais à d'autres endroits, eh bien, on se retrouve avec un Superman très mal dessiné, comme sur cette page, notamment en haut, sur cette case. J'ai été vraiment choqué de ce dessin, ou encore avec une Wonder Woman aux proportions plutôt étranges, j'avoue, quand même, ce dessin m'a choqué également. Et puis, en fin de comics, eh bien, on a des dessins plus cartoonesques, plus légers, auxquels je n'ai absolument pas adhéré. Bien évidemment, c'est encore une fois ma vision des choses. Mais, comme je l'ai dit, c'est pas forcément des dessins que j'ai envie de voir sur un tome comme Deceased. Donc, c'est réellement une déception pour ma part. Et après ça, je pense sincèrement que Tom Taylor a besoin d'une punition, non ? Tommy, tu m'expliques ce que c'est que ça, Tommy? Je t'accueille dans la famille à bras ouverts et tu me penses ceci, Tommy? Vous voulez que je m'en occupe? Non, Gino, retire-toi. Ok, boss. Tommy, je ne vois qu'une solution à notre problème, Tommy. Et c'est la mort. Pardon, je me perds totalement dans mes pensées. On continue tout de suite avec Batman Metal tome 1 qui, selon moi, part d'un très bon sentiment puisqu'à la base, il avait l'intention de redonner de la cohérence à la timeline perturbée chez Urban en passant notamment par Crisis on Infinite Earth à Grant Morrison présente Batman jusqu'à aujourd'hui et permettant notamment à Snyder d'y insérer ses propres créations, ses propres personnages comme la cour des hiboux, ce que je trouve assez prétentieux au final. Alors ce tome 1 eh bien, souffre d'une mise en place longue, de dialogues pompeux, et puis rapidement le récit va devenir brouillon, laissant place à la surenchère de menaces, sapant les points les plus intéressants qui auraient eu le mérite d'être approfondis selon moi, et qui en font un récit qui est dilué, qui est inaccessible aux nouveaux lecteurs, ce que je trouve dommage. Et puis, eh bien, ce tome 1, je trouve qu'il souffre des mêmes problématiques que Deceased Up at World End, puisque les dessins sont assez inégaux. On a des dessins magnifiques, comme ce Green Lantern, que je trouve vraiment très très beau. Et un peu plus loin, on a une page avec des dessins
pas oufissime, il faut le dire, et des couleurs pas terribles du tout, comme ici par exemple, je trouve ça, alors c'est pas affreux, hein, mais c'est pas ouf non plus. C'est dommage parce que, eh bien, à partir du chapitre 3, enfin pour le chapitre 3 en tout cas, nous avons la présence de Stjepan Sejic qui relève largement le niveau. Stjepan Sejic qu'on a connu notamment pour Arline, qui fait des dessins absolument magnifiques, comme cette double page que j'ai adorée. Nous avons ensuite le tome 2, qui est plutôt pas mal dans l'ensemble, mais qui souffre des mêmes problématiques que le tome 1, c'est-à-dire que l'intrigue, en fin de compte, n'avance pas, tout simplement parce que ce tome 2 est composé de 5 tie-ins qui sont voués à présenter les Batman maléfiques dans leur monde respectif face aux héros qu'ils affrontent tous les jours. Alors certains Batman sont plutôt cool de façon générale, mais d'autres sont moins intéressants. Et puis bien le fait que l'intrigue n'avance pas, je trouve ça vraiment dommage. Et encore une fois, eh bien, on a des dessins qui sont de façon générale assez inégaux. Et ça a tendance à me faire largement décrocher de ma lecture. Donc assez dommage. Et puis nous avons le tome 3 qui, celui-là, je l'avoue, est plutôt cool et meilleur que ses deux prédécesseurs, tant au niveau des dessins qu'au niveau de l'intrigue qui avance, très clairement, puisque l'intrigue n'avançait pas dans le tome 1 et dans le tome 2, et puis d'un coup, elle avance dans le tome 3. Malheureusement, on se perd trop en explications compliquées, et la fin m'a terriblement déçu, puisque la fin est trop légère, elle nous tease effectivement à une nouvelle menace, mais c'est bon, bah faisons la fête maintenant, de toute façon il y aura plus grave demain, ce que je trouve assez dommage au final. Alors j'en ai beaucoup parlé hein, avec des personnes qui m'ont dit non mais il faut pas le lire de façon sérieuse, il faut le prendre comme un nanar, et malheureusement, moi j'ai pas l'impression que cet event se prend pour un nanar, bien au contraire, j'ai l'impression que cet event, que ces 3 tomes se prennent vraiment au sérieux, et du coup j'ai pas réussi à le lire comme un nanar. Et j'ai même eu l'impression en fait que Snyder essayait de faire du Morrison sans en avoir le talent. Et je trouve ça vraiment dommage. Et j'aimerais bien savoir comment est venue l'idée de ce Batman métal au final. Ah, ce métal est si précieux, si puissant. Il me donne des émotions. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a partout. Marty laisse vraiment traîner ses BD partout là. Qu'est-ce que c'est? Batman de Scott Snyder? Nom de Zeus! Oui, Scotty! Oui, le docteur Emmett Brown à l'appareil. Je viens d'avoir une idée de génie. Batman, c'est ça, avec du métal, un anneau magique. Pardon, je me perds totalement dans mes pensées aujourd'hui. On continue tout de suite avec le 4e tome d'Aquaman Rebirth. Alors je vous avais parlé des 3 premiers tomes dans une précédente vidéo. De façon générale, ces 3 tomes m'avaient laissé plutôt perplexe, hormis peut-être le 3e tome qui mettait en avant le travail de Stjepan Sejic, dont on a parlé notamment dans le tome 1 de Batman Metal. Et que dire de ce 4e tome, si ce n'est déjà que comme tous les tomes d'Aquaman, eh bien la cover déchire. Ce tome débute sur un annual qui nous met en avant un futur alternatif avec des dessins vraiment pas ouf, comme cet Aquaman squelettique par exemple, ou encore ce Superman et cette Wonder Woman qui, j'ai l'impression, se sont fait marcher sur le visage. Et ce futur alternatif eh bien, n'apporte rien vis-à-vis du scénario de Dame Abnett et je ne comprends pas sa présence. Pour moi, cet annual aurait dû avoir sa place en fin de run pour nous teaser quelque chose ou nous laisser avec un cliffhanger. Là, effectivement, ça aurait pu être intéressant. Pour la suite, eh bien, on continue sur le scénario de Dame Abnett. Et là, Riccardo Federici fait un travail fabuleux sur les dessins. D'ailleurs, selon moi, il n'a absolument rien à envier au travail de Stjepan Sejic dans son tome 3. Je trouve vraiment les dessins très très beaux dans ce tome. Mais malheureusement, eh bien, on est toujours dans la mise en place d'un conflit qui est teasé depuis le tome 1 et le tome 2, cette espèce de Game of Thrones politique et aquatique, et malheureusement, le scénario n'avance pas, c'est lent, et du coup, eh bien, c'est ennuyeux parce que, en fin de compte, le run se compose de 5 tomes, on est au tome 4, et toujours pas de conflit, donc je trouve ça sincèrement dommage. Et pour ma part, je ne vais pas aller jusqu'au tome 5 parce que c'est trop lent. Et de façon générale, eh bien, la série est plutôt moyenne. Dommage.
Voilà, on en a enfin terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes d'accord ou non avec cette review. J'adore débattre avec vous en commentaire et j'ai d'ailleurs ouvert un Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à nous rejoindre dessus pour parler de vos lectures, pour en faire des reviews. Je trouve ça toujours intéressant et ça me donne toujours des idées pour mes futurs achats. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. À très vite!